Le Panthère en Normandie, une menace que personne n'attendait. L'été 1944, en Normandie, beaucoup d'équipages alliés croyaient que le plus dur était déjà derrière eux. Le débarquement avait réussi, les têtes de pont s'élargissaient, les colonnes de chars avançaient à travers les haies. Puis, sans avertissement, des Sherman commencèrent à brûler à des distances où ils pensaient être en sécurité. Les obus ricochaient, les radios saturaient de messages affolés, et une même question revenait sans cesse. Quel est ce char que rien ne semble arrêter? Ce char n'était pas nouveau, mais pour beaucoup d'unités alliées, c'était la première rencontre réelle avec le Panthère. En Normandie, il n'apparut pas comme un simple blindé ennemi, mais comme une rupture brutale avec tout ce que les équipages connaissaient jusque-là. Long, bas, anguleux, il frappait souvent sans être vu, profitant des haies, des chemins encaissés et des positions préparées à l'avance. En quelques minutes, une avance confiante pouvait se transformer en retraite chaotique. Pour comprendre pourquoi le Panthère provoqua un tel choc en France, il faut revenir en arrière, bien avant les plages normandes. Sa naissance ne vient pas du front occidental, mais de l'Est. En 1941, les premières confrontations avec le T-34 soviétique révélèrent aux ingénieurs allemands un retard qu'ils n'avaient pas anticipé. Blindage incliné, mobilité, puissance de feu, tout cela força une remise en question urgente. En 1942, la décision fut prise de créer un char entièrement nouveau, capable de reprendre l'avantage technologique. Le projet avançait sous une pression extrême. Le Panthère devait être plus puissant, mieux protégé et capable de détruire ses adversaires à longue distance. Les ingénieurs reprirent sans hésiter certaines solutions observées sur les chars soviétiques, notamment l'inclinaison du blindage et les larges chenilles. Mais cette ambition avait un prix. Chaque amélioration rendait la machine plus complexe, plus lourde et plus difficile à produire en grande série. Les premiers prototypes apparurent à l'automne 1942. Ils furent suivis très rapidement par un lancement en production presque précipité. En janvier 1943, les premières unités sortirent des usines. Sur le papier, le Panthère semblait redoutable. Un blindage frontal capable de résister à la plupart des canons adverses. Une pièce de 75 mm à haute vitesse initiale, une optique d'une précision remarquable. Mais cette puissance cachait déjà des faiblesses qui n'étaient pas encore visibles pour ceux qui allaient l'affronter plus tard en Normandie. Le baptême du feu eut lieu à l'Est, lors de la bataille de Koursk en juillet 1943. Là, le Panthère révéla un visage paradoxal. Quand il fonctionnait correctement, il dominait le champ de bataille, détruisant des chars ennemis à des distances impressionnantes. Mais les pannes mécaniques, les incendies de moteurs et les problèmes de transmission furent nombreux. Beaucoup de Panthères furent abandonnés sans avoir combattu. Ces leçons, chèrement payées, influencèrent la manière dont le char serait ensuite utilisé. À mesure que la guerre avançait, le Panthère trouva sa place idéale dans des rôles défensifs et en embuscade. C'est précisément ce type de combat qui allait faire de lui une menace si particulière en France. En Normandie, le terrain n'offrait pas de vastes plaines, mais un labyrinthe de haies, de routes étroites et de villages. Pour un char capable de tirer loin et avec précision, tout en présentant un front extrêmement résistant, c'était un environnement presque parfait. Lorsque les Panthers furent engagés contre les forces alliées après juin 1944, ils n'étaient pas assez nombreux pour bloquer l'offensive, mais suffisamment dangereux pour semer la peur. Les équipages alliés découvrirent que tirer de face était souvent inutile. Les rapports mentionnaient des impacts visibles, mais sans effet réel. Chaque apparition d'un Panthère ralentissait l'avance, obligeait à appeler l'artillerie ou l'aviation, et coûtait du temps, des hommes et des chars. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était l'impression que le Panthère frappait toujours au bon moment. Il n'attaquait pas en masse, mais surgissait là où on l'attendait le moins, derrière une haie, au bout d'un chemin, à la lisière d'un bois. Pour les équipages alliés, il devint rapidement clair que ce char n'était pas seulement une machine, mais un adversaire qui imposait ses règles. À ce stade de la guerre, le Panthère était déjà le résultat de compromis, de corrections et de tentatives d'amélioration. Pourtant, en Normandie, tout cela importait peu à ceux qui se trouvaient face à lui. Ce qu'ils voyaient, c'était un char capable de stopper net une progression, de transformer un avantage numérique en prudence forcée, et de rappeler que la victoire n'était pas encore acquise. La vraie menace du Panthère en Normandie ne venait pas seulement de sa réputation, mais de la manière dont sa conception répondait presque parfaitement aux conditions du combat en France.
Là où beaucoup de chars alliés comptaient sur la mobilité et le nombre, le Panther imposait une logique différente, froide et méthodique, où chaque engagement était calculé à l'avance. Son atout principal résidait dans sa capacité à contrôler l'espace avant même que l'ennemi ne se rende compte du danger. Le canon de 75 mm, long et extrêmement précis, permettait d'engager des cibles à des distances que les équipages alliés jugeaient irréalistes dans le bocage normand. Les panthères ouvraient le feu depuis des positions masquées, souvent en légère contrepente, profitant de champs de tir soigneusement choisis. Les premiers coups faisaient rarement feu pour ajuster. Ils touchaient, et touchaient juste. Le blindage frontal jouait alors un rôle psychologique décisif. Face à lui, les obus alliés perdaient leur crédibilité. Les équipages comprenaient rapidement que l'approche directe était une erreur, mais cette prise de conscience venait souvent trop tard. La silhouette anguleuse du panthère, partiellement dissimulée derrière une haie ou un talus, ne laissait apparaître que sa face la plus résistante. Chaque seconde passée à tenter de riposter exposait davantage les flancs des chars alliés au tir suivant. La Normandie amplifiait ses avantages. Les chemins étroits forçaient les colonnes à avancer en file, limitant les manœuvres rapides. Les haies bloquaient la visibilité et rendaient la coordination difficile. Dans ce chaos végétal, le panthère agissait comme un prédateur immobile, attendant que sa proie entre dans son champ de tir. Il n'avait pas besoin d'avancer vite, il devait simplement attendre. Mais cette domination apparente reposait sur un équilibre fragile. Le panthère exigeait une discipline absolue de ses équipages. Sa mécanique, complexe et exigeante, ne pardonnait pas les erreurs. En Normandie, la poussière, la chaleur estivale et les longues périodes d'attente mettaient les moteurs et les transmissions à rude épreuve. Chaque déplacement inutile augmentait le risque de panne. Les commandants de chars le savaient et privilégiaient des positions fixes, transformant le panthère en forteresse temporaire plutôt qu'en outil de percée. Cette manière de combattre contrastait fortement avec la doctrine alliée. Là où les forces alliées misaient sur la progression continue et la pression constante, le panthère imposait des arrêts brutaux. Une seule machine bien placée pouvait immobiliser une unité entière pendant des heures. Il ne s'agissait pas seulement de pertes matérielles, mais d'un ralentissement stratégique, précieux dans une bataille où chaque jour comptait. Les rapports alliés commencèrent à décrire le panthère comme un adversaire à traiter autrement. Les instructions évoluèrent rapidement. On recommandait d'éviter les duels frontaux, de chercher les flancs, d'utiliser l'artillerie ou l'appui aérien. Mais dans le bocage, ces solutions prenaient du temps. Et le temps, en Normandie, avait un coût élevé. Du côté allemand, le panthère n'était pas considéré comme une solution miracle. Les équipages savaient que leur survie dépendait de la première salve et de la discrétion. Une fois repéré, le char devenait une cible prioritaire. Les attaques aériennes, de plus en plus fréquentes, forçaient souvent les panthères à rester immobiles pendant la journée, prêts à combattre, mais incapables de se déplacer librement. Cette tension permanente transformait chaque engagement en pari risqué. Le panthère pouvait dominer un combat pendant quelques minutes, puis devenir vulnérable l'instant suivant. Pourtant, malgré ses limites, son impact restait disproportionné. Il obligeait l'ennemi à réfléchir, à ralentir, à contourner. En Normandie, ce n'était pas la quantité de panthères qui comptait, mais l'effet qu'il produisait sur le rythme de l'offensive. À mesure que les combats s'intensifiaient, une certitude s'imposait chez les forces alliées. Le panthère n'était pas invincible, mais il imposait des règles nouvelles. Chaque rencontre exigeait prudence, coordination et patience. Et pendant que ces règles étaient apprises dans le feu de l'action, le terrain français continuait de favoriser celui qui savait attendre, observer et frapper au moment exact. À mesure que l'été avançait, les affrontements en Normandie devinrent plus violents et plus imprévisibles. Le panthère n'était plus une inconnue, mais chaque rencontre révélait une nouvelle facette de son emploi réel au combat. Ce char ne gagnait pas par la masse ni par la vitesse, mais par une exploitation minutieuse des erreurs adverses. Et en Normandie, les erreurs coûtaient cher. Dans plusieurs secteurs, les panthères furent engagés par petits groupes, parfois même isolés. Cette dispersion n'était pas un choix idéal, mais une contrainte imposée par la situation. Le carburant manquait, les routes étaient sous surveillance aérienne constante, et déplacer plusieurs chars à la fois augmentait le risque d'être repéré. Ainsi, chaque panthère devenait un point d'ancrage défensif,
chargé de ralentir l'avance ennemie le plus longtemps possible. Lorsque le contact s'établissait, tout se jouait très vite. Le premier tir devait être décisif. Les équipages entraînés cherchaient systématiquement à neutraliser le char de tête ou celui qui commandait la colonne. Une fois l'ordre de marche brisé, la confusion s'installait. Les Panthers exploitaient alors leur avantage de portée, frappant méthodiquement des cibles désorientées, incapables de manœuvrer efficacement dans un espace aussi contraint. Mais cette efficacité n'était jamais garantie. Les conditions réelles du combat révélaient des failles que les manuels ignoraient. Les communications internes étaient souvent perturbées par le terrain et les combats rapprochés. Les observateurs avaient du mal à repérer les menaces venant des côtés, là où le blindage était nettement plus vulnérable. Une seule équipe d'infanterie bien placée pouvait transformer un chasseur redouté en épave fumante. Les affrontements urbains ajoutaient une couche supplémentaire de danger. Dans les villages normands, les Panthers perdaient une partie de leur avantage. Les angles de tir se réduisaient, la visibilité devenait fragmentée et chaque carrefour pouvait dissimuler une menace. Les équipages devaient avancer avec prudence, conscients que leurs chars, aussi impressionnants soient-ils, n'étaient pas conçus pour des combats à très courte distance. Du côté allié, l'expérience s'accumulait. Les équipages apprenaient à reconnaître les indices révélateurs de la présence d'un panthère. Une silhouette à peine visible, un bruit de moteur caractéristique, un impact inhabituel sur le blindage. Ces signaux déclenchaient immédiatement des réactions coordonnées. L'objectif n'était plus de vaincre le char par un duel frontal, mais de l'encercler, de l'isoler et de l'obliger à quitter sa position. Chaque destruction de panthère était perçue comme une victoire symbolique. Non seulement parce que le char était difficile à neutraliser, mais aussi parce que son remplacement devenait de plus en plus compliqué. Les pertes n'étaient pas compensées rapidement. Les équipages le savaient. Cette réalité influençait leur comportement, les poussant à préserver leurs machines autant que possible, parfois au détriment de l'audace. La bataille de Normandie transforma ainsi le panthère en un outil paradoxal. Il restait capable d'infliger des coups sévères, mais chaque engagement l'exposait à des risques croissants. L'équilibre entre agressivité et survie devenait de plus en plus fragile. Les équipages expérimentés tentaient de compenser par une meilleure anticipation et un usage plus intelligent du terrain. Mais la pression constante finissait par user hommes et machines. À la fin de l'été, il devenait évident que le panthère ne dominait plus le champ de bataille comme lors de ses premières apparitions. Il restait respecté, craint, mais il n'était plus imprévisible. Les forces alliées avaient appris à composer avec lui, à le contenir, sans pour autant le neutraliser facilement. Chaque rencontre demeurait dangereuse, chaque erreur pouvait être fatale. C'est dans ce contexte d'adaptation mutuelle que le rôle du panthère continua d'évoluer. De chasseur redouté, il se transforma progressivement en pièce défensive de plus en plus sollicitée, appelée à tenir des positions critiques plutôt qu'à influencer le cours général des opérations. Cette transition, imposée par la réalité du terrain et de la guerre moderne, annonçait déjà une nouvelle phase, plus sombre, pour ce char et pour ceux qui le servaient. À partir de l'automne, le champ de bataille normand cessa progressivement d'être un terrain d'opportunité pour le panthère et devint un piège permanent. La supériorité alliée ne se manifestait plus seulement dans les affrontements directs, mais dans tout ce qui entourait le combat. Chaque déplacement, chaque ravitaillement, chaque tentative de regroupement exposait les Panthers à une menace constante venue du ciel. La domination aérienne alliée transforma la vie des équipages en une succession d'attentes nerveuses et de décisions contraintes. Les déplacements de jour devenaient extrêmement dangereux. Les Panthers restaient dissimulés pendant des heures, parfois des journées entières, moteurs coupés, équipages confinés à l'intérieur, attentifs au moindre bruit. Un simple mouvement imprudent pouvait attirer des chasseurs bombardiers capables de frapper avec une précision redoutable. Le char, conçu pour affronter d'autres blindés, se retrouvait vulnérable face à un ennemi qu'il ne pouvait ni voir ni combattre. Cette pression constante avait un effet direct sur l'efficacité opérationnelle. Les positions devaient être choisies non seulement en fonction du champ de tir, mais aussi de la possibilité de se dissimuler depuis les airs. Les Panthers perdaient ainsi leur liberté d'action. Ils devenaient des pièces statiques, enfermées dans un rôle défensif de plus en plus étroit. Chaque jour passé sans bouger était une victoire temporaire, mais aussi un pas de plus vers l'usure mécanique et morale. La logistique, déjà fragile, commença à se désagréger. Le carburant arrivait en quantité insuffisante et de manière irrégulière. Les munitions de qualité,
indispensable pour exploiter pleinement le potentiel du canon, se faisaient plus rares. Les pièces de rechange manquaient, obligeant les équipages et les mécaniciens à improviser des réparations de fortune. Un Panther immobilisé pour une panne mineure pouvait rester inutilisable pendant des jours, parfois définitivement. Dans ce contexte, les modifications apportées au char prirent une nouvelle importance. Les versions plus récentes tentaient de simplifier certains éléments de fabrication afin d'accélérer les réparations et de réduire les temps d'immobilisation. Mais ces ajustements arrivaient tard. Sur le terrain normand, les équipages devaient composer avec ce qu'ils avaient, souvent loin des conditions idéales imaginées par les ingénieurs. La fatigue psychologique s'ajoutait à l'usure matérielle. Les équipages vivaient sous une tension permanente, conscients que chaque sortie pouvait être la dernière. La peur ne venait plus seulement des chars adverses, mais de l'environnement lui-même. Une route trop dégagée, un village mal couvert, une pause trop longue pouvait attirer une attaque aérienne soudaine. Cette incertitude modifiait profondément la manière de combattre. Du côté allié, cette pression constante portait ses fruits. Sans chercher systématiquement le duel direct, les forces alliées parvenaient à neutraliser progressivement les Panthers par une combinaison d'actions. Les chars étaient forcés de se déplacer la nuit, réduisant leur efficacité. Les positions connues étaient contournées ou écrasées par l'artillerie. Le Panther, autrefois symbole de puissance, devenait un problème à gérer plutôt qu'un atout décisif. Malgré cela, il conservait une capacité de nuisance réelle. Lorsqu'un Panther parvenait à se positionner correctement et à engager le combat selon ses propres conditions, il restait extrêmement dangereux. Mais ces situations devenaient de plus en plus rares. Chaque succès isolé était contrebalancé par des pertes irréversibles ailleurs. La balance penchait lentement, inexorablement. À la fin de la campagne de Normandie, le rôle du Panther avait profondément changé. Il n'était plus l'arme de rupture espérée, ni même le prédateur dominant des premiers affrontements. Il était devenu un symbole de résistance acharnée dans un environnement de plus en plus hostile. Une machine puissante, mais enfermée dans des contraintes qui limitaient chaque jour un peu plus son impact réel sur le cours des opérations. Très vite après les combats les plus durs de Normandie, une nouvelle phase s'installa, moins spectaculaire mais tout aussi décisive. Les Panthers n'étaient plus seulement affrontés sur le champ de bataille, ils étaient désormais étudiés, disséqués, analysés presque obsessionnellement par les états-majors alliés. Chaque rencontre fournissait des informations précieuses, chaque rapport d'équipage ajoutait une pièce au puzzle. La peur initiale laissait progressivement place à une compréhension plus froide de l'adversaire. Les forces alliées commencèrent à adapter leurs méthodes de manière systématique. Il ne s'agissait plus de réactions improvisées, mais de procédures claires. Les unités blindées apprirent à travailler en coordination étroite avec l'infanterie, qui jouait désormais un rôle central dans la neutralisation des Panthers. Les chars n'avançaient plus seuls. Chaque progression était précédée d'une reconnaissance minutieuse. Chaque zone suspecte était traitée comme une possible position de tir ennemi. Les Panthers souffraient particulièrement de cette évolution. Leur efficacité reposait sur la surprise et la maîtrise du premier engagement. Or, à mesure que les Alliés devenaient plus prudents, ces conditions idéales disparaissaient. Les embuscades réussissaient encore, mais elles devenaient plus rares et plus coûteuses. Une fois localisées, un Panther attirait rapidement une concentration de feu qui limitait fortement ses options. Un autre facteur joua un rôle important dans cette phase. Les routes et les axes de déplacement, essentiels pour repositionner les chars, furent de plus en plus surveillés et contrôlés. Les Panthers perdaient leur capacité à changer rapidement de secteur. Ils se retrouvaient assignés à des zones précises, transformés en outils de défense locale plutôt qu'en éléments mobiles capables d'influencer l'ensemble du front. Cette immobilisation relative accentuait les problèmes internes de la machine. Le Panther n'était pas conçu pour rester longtemps en position statique sans entretien approprié. Les moteurs souffraient, les systèmes mécaniques s'usaient, et les équipages devaient composer avec des pannes latentes qu'ils n'avaient ni le temps ni les moyens de réparer correctement. Chaque jour passé sans soutien adéquat réduisait les chances de survie du char lors du prochain engagement. Du côté allié, cette situation renforçait la confiance. Les Panthers restaient dangereux, mais ils n'étaient plus perçus comme imprévisibles. Les équipages savaient désormais comment les forcer à révéler leur position,
comment limiter leur champ d'action et comment exploiter leurs faiblesses structurelles. Cette connaissance ne supprimait pas le danger, mais elle transformait l'affrontement en un problème tactique solvable. Pour les équipages de Panthers, cette période fut particulièrement éprouvante. Ils avaient conscience que leur avantage diminuait. Chaque mission ressemblait davantage à une tentative de retardement qu'à une action décisive. La pression psychologique augmentait, non pas à cause de combats incessants, mais à cause de l'attente et de la certitude que l'ennemi s'adaptait plus vite que prévu. Ainsi, avant même l'effondrement final des unités, le Panther commença à perdre son aura. Il restait une machine redoutable, mais il n'imposait plus le rythme. La guerre, en Normandie puis au-delà, évoluait vers une confrontation où l'adaptation rapide et la coordination comptaient davantage que la supériorité technique isolée. Dans ce nouvel équilibre, le Panther se retrouvait de plus en plus à contretemps. À l'approche de la fin de la guerre, le Panther entra dans une phase où sa présence sur le champ de bataille devint aussi rare que lourde de conséquences. En 1945, il n'était plus question de grandes manœuvres ni de contre-offensives ambitieuses. Les unités équipées de Panthers étaient réduites à l'essentiel, parfois à quelques chars seulement, engagés là où la situation devenait critique. Chaque machine encore opérationnelle était utilisée jusqu'à l'extrême limite de ses capacités. Les structures des unités blindées avaient profondément changé. Là où l'on comptait autrefois des compagnies complètes, il ne restait souvent qu'une poignée de chars capables de se déplacer et de combattre. Le manque de carburant dictait les décisions avant même toute considération tactique. Les Panthers étaient positionnés pour défendre des axes clés, des carrefours, des zones de repli, non pas parce qu'ils offraient une chance de renverser la situation, mais parce qu'ils permettaient de gagner du temps. Les équipages de cette période étaient très différents de ceux des débuts. Beaucoup manquaient d'expérience, formés rapidement, projetés dans des combats qu'ils comprenaient à peine. Pourtant, lorsqu'un Panther apparaissait encore sur le champ de bataille, il conservait sa capacité à surprendre. Un tir précis, une position bien choisie, et l'adversaire devait à nouveau faire preuve de prudence. Même affaibli, le char restait dangereux. Mais la réalité de 1945 était implacable. Les pannes devenaient définitives. Un moteur arrêté signifiait souvent l'abandon pur et simple du char. Les équipages détruisaient leurs propres machines pour éviter qu'elles ne tombent intactes entre les mains ennemies. Le Panther quittait alors le combat non pas parce qu'il avait été vaincu dans un duel, mais parce qu'il ne pouvait plus être soutenu. Dans certains secteurs, ces chars furent utilisés comme des points de résistance isolés, combattant jusqu'à épuisement des munitions. Ces engagements n'avaient plus d'impact stratégique, mais ils laissaient une impression durable sur ceux qui y faisaient face. Le Panther, même en petit nombre, continuait d'imposer le respect par sa seule présence. La production s'interrompit progressivement, sans annonce spectaculaire. Les usines, déjà éprouvées, ne pouvaient plus suivre. Les dernières machines sortirent sans espoir de remplacement. Le Panther, conçu pour être un pilier de la guerre blindée moderne, terminait son parcours dans une lutte de survie, loin des ambitions initiales qui avaient marqué sa création. Son parcours ne se conclut pas par une victoire décisive, ni par une disparition soudaine. Il s'éteignit lentement, char après char, bataille après bataille, absorbé par une guerre devenue trop vaste, trop rapide et trop exigeante pour une machine aussi complexe. Ce qui resta, ce fut le souvenir d'un blindé capable de changer l'équilibre local d'un combat, mais incapable de compenser l'écrasante réalité industrielle et logistique qui l'entourait. C'est précisément cette contradiction qui fait du Panther un sujet encore fascinant aujourd'hui. Redoutable dans certaines conditions, redouté par ceux qui l'ont affronté, mais prisonnier de ses propres exigences. Une menace que personne n'attendait en Normandie et qui, jusqu'à la fin, obligea ses adversaires à rester vigilants. Si cette histoire t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un like, à partager ton avis en commentaire et à t'abonner pour découvrir d'autres récits détaillés sur les combats et les machines qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale.